Ouais, on y va. Bien. Eh bien, écoutez, même si la salle n'est pas encore complètement pleine, nous allons commencer. Bienvenue donc à cette table ronde qui est dédiée, on va dire, au défi du legacy dans l'IT et l'OT. Enfin, donc c'est tout un programme. Donc vous avez, je pense, tous regardé le descriptif de cette table ronde. Donc effectivement, on va aborder le sujet du legacy. C'est quoi finalement un legacy? Mais est-ce que on doit les exclure? Est-ce qu'on doit au contraire les contourner ou trouver des mesures compensatoires ou les traiter? À quel coût? Par rapport à du zéro trust, qu'est-ce que ça implique? Bref, on va être tenté de répondre à ces questions. Et pour pouvoir répondre donc à ces questions, j'ai autour de la table quatre experts sur le sujet que j'ai le plaisir de vous présenter, qui nous ont fait en tout cas l'honneur et le plaisir de participer. Alors, on va commencer par le fond de la table. Donc, Frédéric Godin du CIGES, qui est RSSI pour les SI de santé dans le canton de Neuchâtel en Suisse. Principalement donc les hôpitaux et les maisons de retraite, si je ne me trompe pas. Voilà. Oui, avec en plus les soins à domicile. Avec les soins à domicile en plus. OK. Ensuite, nous avons Loïc Samin et RSSI. Loïs, pardon. Et en plus, je savais que je ne devais pas la faire. En plus. Loïs, excuse-moi. Ma Okay. mère y tient. OK. Non. Loïs Samin, RSSI à EDF pour les SI de la branche hydraulique et également administrateur du 16 ans. Tout à fait. Voilà. CESIN qui est donc le club de la sécurité de l'information et du numérique. Donc c'est 1200 membres, donc c'est ouvert à tout le monde, hein, ceux qui ont des responsabilités dans la cybersécurité. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Voilà, donc c'était nos deux responsables RSSI du monde de l'entreprise ou des clients. Et puis pour compléter, nous avons deux représentants des fournisseurs. Donc c'est intéressant d'avoir effectivement un panel équilibré sur le sujet. Avec donc Sébastien View, qui est directeur cybersécurité et management de produits de StormShield, dont je pense vous connaissez tous, en tout cas la marque et les produits, j'imagine. Voilà, donc premier éditeur de solutions de cybersécurité en France et en Europe, avec 100 000 firewalls déployés en Europe et 60 000 clients. Et donc Olivier Morel, General Manager de Snowpack, start-up dans le sujet, qui est également trésorier d'Exatrust. Et si j'ai bien compris, Olivier, donc Snowpack a été donc vainqueur l'année dernière du prix d'innovation du FIC. Hein. C'est ça, on était lauréate 2024 du prix du FIC. Donc on aura l'occasion d'expliquer en quoi notre technologie fait sens dans le sujet du jour. Et concernant Exatrust, c'est une association qui fédère aujourd'hui 150 sociétés, éditeurs de logiciels, fournisseurs de cloud de confiance, de digital workplace, franco-européens, qui ont pour vocation de représenter, promouvoir et défendre les intérêts de la techno française et européenne et de leurs clients, surtout au regard aujourd'hui des enjeux de souveraineté, d'autonomie stratégique et d'indépendance qu'on connaît tous grâce à notre ami Donald Trump. En tout cas, mieux grâce à lui. On touche du doigt le sujet, effectivement. On touche du doigt. Excellent ami. Pour notre partenaire qu'on hébergeait hier pour la petite histoire, pour eux, c'est leur employé du mois. Parce qu'il œuvre beaucoup à la prise de conscience sur la nécessaire autonomie et indépendance qu'on a. Merci à tous, en tout cas, d'être avec nous. En ce qui me concerne, je vais donc animer la table ronde. Donc, j'étais le monsieur loyal de l'Assemblée. Donc, je suis Fabrice Garnier de la Barrère, donc associé cybersécurité chez PwC. Donc, aujourd'hui, je ne vais pas donner mon avis. Ça va changer un petit peu de mon habitude. Et ça me va très bien d'ailleurs, pour donc faire rebondir les uns et les autres sur le sujet. Alors en fait, si on reprend le descriptif, on se dit finalement il y a deux concepts en fait qui ont été évoqués. Il y a le concept de legacy. En bon français, hein, ça serait gestion de l'obsolescence technologique des systèmes IT et OT. Je trouve que ça mieux que legacy. Legacy, héritage, ok. Et le deuxième concept, c'est la notion de zéro trust, qui est un concept assez intéressant puisque, comme l'ANSSI le définit, c'est un concept qui va plus loin,
qui développe ce qu'ils ont appelé la défense en profondeur et qui va au-delà en fait de la simple défense périmétrique, puisque en fait dans la défense périmétrique, vous le savez, le principe c'est que tout ce qui est à l'intérieur d'un périmètre est considéré comme de confiance et tout ce qui est à l'extérieur du périmètre est considéré comme pas de confiance. Le zéro trust, c'est on considère tout ce qui est à l'intérieur pas de confiance et donc il faut qu'on soit vigilant. Et bon, globalement, tout rapprochement avec la situation géopolitique actuelle est complètement fortuite, pour continuer. Donc, pour commencer, puisqu'on parle quand même d'obsolescence et de legacy, je pense que déjà le premier, c'est en fait de parler, de définir ce qu'on appelle legacy et est-ce qu'il y a des critères pour les caractériser. Je vais commencer par Sébastien. Et puis ensuite, je demanderai aux uns aux autres de répondre par rapport à leur vécu et leur conviction. Ok, peut-être on peut demander à l'assistance. Pour vous, est-ce que Legacy, c'est un système qui est très vieux? Non? Ah. Mais est-ce que tous les systèmes vieux sont Legacy? Voilà. On va passer les copies après. Moi, ce que je trouve assez intéressant, c'est de se poser cette question. C'est comment on définit le legacy. Et c'est vrai qu'on a tendance à dire, voilà, un vieux Windows, c'est legacy. Bon, ça, c'est le truc un peu simple. Et il y a plein d'applicatifs, je trouve, qui sortent aujourd'hui. Et que si on considère le legacy par l'aspect qui nous intéresse ici, de la résistance aux attaques ou de la capacité à appliquer des méthodes zéro trust, etc., il y a beaucoup de systèmes, applications particuliers qui sortent aujourd'hui qui sont legacy. Elles sortent, elles sont déjà has-been, elles sont développées, il n'y a même pas de security by design, elles sont développées avec les pieds, il y a des vulnérabilités partout. Et c'est là où je pense qu'on doit se poser cette question quand on travaille à la sécurisation de notre SI. Et donc, comme je ne veux pas garder la parole trop longtemps, je vais te passer la balle. Voilà. Allez, Loïs. Sur la définition de legacy, en fait, alors, j'ai une expérience, quand on pense à l'hydraulique, je pense que vous ne pensez pas à des choses qui sont extrêmement neuves. Des barrages qui ont 60 ans, alors les systèmes évoluent, etc. Nous, en fait, la vision de l'obsolescence globalement, même en termes de cyber global, c'est déjà l'obsolescence, c'est pas un sujet obligatoirement cyber, c'est un vrai sujet de fond déjà. Quand on parle d'obsolescence, il y a un impact, oui, cyber, parce que on ne peut pas patcher, donc on ne peut pas, etc. Mais on a aussi un impact financier, parce que les ressources, je pense au monde bancaire qui doit développer, mettre à jour le mainframe de personnes qui n'ont plus de techno, c'est les incapacités aussi à faire évoluer les fonctions, les fonctionnalités d'un système, puisque en fait, il est développé il y a plusieurs années, et en fait, on n'arrive pas, en fait, il a été désigné d'une architecture qui fait que quand on le fait évoluer. Donc aujourd'hui, pour moi, le legacy, c'est vraiment finalement tout l'existant qu'on a dans le système d'information, qu'on arrive peu ou pas à maîtriser, et qu'on doit justement trouver une façon de pouvoir le traiter. On en parlera, je pense, pendant cette intervention, soit avec du périmétrique, soit avec des méthodologies. Et il y a tout un travail mais on ne va pas spoiler, de comment on a une stratégie pour piloter et traiter, et finalement pas laisser le bébé dans le placard et se masquer les yeux, quoi. Alors je rejoins, il y a beaucoup d'éléments qui ont été précisés, mais par exemple, dans le médical, on travaille beaucoup avec des petites entreprises, qui sont des entreprises de niche, qui sont historiques, qui ont fait croître leurs produits, qui n'ont pas de concurrence parce qu'on ne le trouve pas ailleurs. Et souvent, en fait, ils ont des pratiques de développement qui sont antiques. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de SecDevOps, ils n'ont pas de revue de code. Alors mon boulot à moi, en même temps, c'est un petit peu d'aller les coacher en leur donnant des bonnes pratiques, des buts à atteindre. Mais souvent, ils me disent, ouais, mais j'ai eu un cas comme ça qui était très intéressant. Une personne qui me dit, mais je lui dis, votre framework de développement, il est has-been, il est ancien. Et puis, nous, les standards de développement, c'est comme ça. Et la personne me dit, mais rendez-vous compte, monsieur, j'ai des développeurs qui ne savent coder que comme ça. Donc, si je veux changer mon framework de développement, je dois changer complètement mon pool de développeurs et je dois le faire évoluer. Ou les former. Ou les former. Et le coût, pour lui, était tel que il y avait déjà des contraintes de réalisation pour suivre les demandes métiers, pour pouvoir arriver à mettre à jour son logiciel, qu'à un moment, pour lui, c'était très compliqué de faire évoluer son produit. Et la seule façon qui a été de faire évoluer ce produit, c'est que cette société se fasse racheter par un plus gros acteur du marché qui avait des meilleures pratiques de sécurité
et qui a repris cette société. Donc voilà, ça c'est aussi un exemple qu'on peut donner en obsolescence. C'est pas un produit qui était ancien, il continuait à être développé, il continuait à y avoir des releases, mais le framework de développement faisait qu'on avait des contraintes qui n'étaient pas compatibles avec des mesures et des connexions d'aujourd'hui, tout simplement. Ok, donc on voit que finalement, ces critères-là sont très variés. Olivier, l'éditeur, qu'en pense-t-il? En fait, par rapport à ce qui a été dit, on peut ajouter peut-être qu'on pourrait imaginer faire une différence du concept de legacy entre l'IT et l'OT. En vrai, il n'y a pas forcément de différence fondamentale, puisqu'on a la question de la technologie sur laquelle c'est développé, qui peut être ancienne. Les standards qui sont ceux d'aujourd'hui n'étaient pas ceux d'avant. Aujourd'hui, quand on veut faire une authentification, on s'appuie sur un standard qui s'appelle SAML. Les systèmes legacy n'ont pas été pensés pour être intégrables ou interopérables avec ces standards-là. Il y a aussi la question effectivement qui a été soulignée de la compétence. Aujourd'hui, trouver des développeurs COBOL ou qui travaillent sur un AS400 ou un système RACF dans la gestion d'habilitation, c'est peut-être pas évident. En tout cas, maintenant, eux, ils vivent pas trop mal parce qu'à l'époque, ils avaient des salaires corrects. Maintenant, ils ont des bons salaires. Et en tout cas, peut-être que la seule différence que je vois, mais peut-être c'est Loïs qui pourra compléter, c'est le fait que les systèmes OT n'ont pas été pensés et conçus pour... enfin, ils ont été pensés et conçus pour vivre 40, 50 ans ou 30 ans, enfin, en tout cas beaucoup d'années, qui sont incompatibles aujourd'hui avec la façon qu'on a de travailler dans l'IT. Et ils n'ont pas non plus été conçus pour être ouverts vers l'extérieur. Et aujourd'hui, quand on parle de SI étendu, forcément, peut-être même bêtement depuis le Covid, on a fait tous du télétravail. Et quand on a besoin d'accéder à des systèmes industriels à distance, faut bien ouvrir une porte vers l'extérieur. Et du coup, ces portes-là, elles ont été sur des systèmes qui sont obsolètes, ce qui n'était pas grave en soi à l'époque où c'était complètement fermé. Mais maintenant, ça devient très grave parce qu'on les ouvre et on essaye de les ouvrir le moins possible, mais c'est du pain béni pour des attaquants. Donc voilà, je ne vois pas forcément de différence entre l'IT et l'OT sur le concept d'obsolescence, à ceci près de la durée de vie qui a été imaginée au départ pour des machines-outils, des centrales ou des systèmes hydrauliques, etc. En fait, j'irai même pas jusque le Covid, en fait. C'est qu'en fait, il y a un truc tout simple, c'est que dans la numérisation des pratiques des industriels notamment, aujourd'hui, l'interconnexion des SI industriels vers du SI tertiaire, des ERP, pour faire la maintenance prédictive, tous ces systèmes-là, on a un besoin de remonter ces données pour pouvoir optimiser, améliorer tout ça. Et en fait, là, je te rejoins sur justement ces systèmes qui n'ont pas été designés en amont pour être propres. Et c'est pour ça notamment qu'on voit une explosion de vulnérabilité dans les SI industriels. Il y a pas mal de... Chaque semaine, il y a toujours des publications. Et en fait, quand on regarde, ce n'est pas des nouvelles vulnérabilités, c'est de vieux systèmes. En fait, les gens se sont commencés à s'intéresser. Ce que j'ajouterais peut-être aussi, c'est la mentalité très différente entre l'IT et l'OT. L'industriel, ce qu'il veut, lui, c'est que ça fonctionne, c'est que ça bouge pas, que le process fonctionne. Qu'on va avoir un exploitant, lui, il s'en fout d'avoir une nouvelle version, même s'il pouvait même pas avoir de poste de travail ou de tablette, c'est très bien. Lui, il veut juste que son boulot il fonctionne, que le process fonctionne, que la disponibilité du service fonctionne. Et en fait, lui, l'obso, c'est pas du tout un sujet. Mais voilà, l'évolution, la numérisation des systèmes, si pas mal les fonctionnalités, parce que voilà, aujourd'hui maintenant les exploitants ils veulent avoir une tablette pour pouvoir consulter, ils veulent être beaucoup plus modernes, et puis c'est aussi une vraie source d'attractivité aussi pour les entreprises. Concrètement, pouvoir avoir des outils un peu modernes, etc., ça donne plus envie de venir travailler que sur des vieux systèmes, etc. Ouais, donc tout ça fait que il y a quand même des choses un peu différentes sur l'outil en termes d'impact par rapport à l'IT sur l'OPSO, la gestion, tout ça, et puis le temps aussi de déploiement, qui est un vrai sujet de fond aussi, parce que on est sur les systèmes distribués, etc., c'est pas un système unique, quoi. Moi, je prends mon périmètre, c'est un type d'exemple, hein. Moi, j'ai 1000 barrages, 450 usines, 1500 points d'eau, 8 écluses. Ça se développe pas en une mise à jour de système, quoi. Voilà. Donc voilà, donc c'est toute cette stratégie qui est assez intéressante. Mais il faut juste pas dire on s'en occupe pas. Il faut juste s'adapter et trouver des solutions un peu différentes. Mais tu as, à l'inverse, quand même dans l'OT, je trouve, qui se rapproche pour moi de plus en plus de l'IT, parce que justement, il y a un besoin de gagner en productivité. Alors, peut-être moins. Les cas des chaînes de prod sont plus parlantes des chaînes de fabrication d'auto. En ce moment, on en parle beaucoup, mais c'est vrai que tous les ans, chez des constructeurs français, tous les ans, il faut trouver 5% d'amélioration de productivité. Tous les ans. Donc à un moment, tu repousses, tu t'appuies toujours sur ton système existant, parce que par contre, tu dois gagner 5%, mais tu n'as pas 1,5 milliard à investir pour faire ton usine. Et donc, il faut aller trouver des nouveaux systèmes, il faut aller trouver des nouvelles techniques pour aller plus vite. Donc, tu vas te baser sur ton legacy, je mets les guillemets volontairement, et lui ajouter des petites briques à la mode
mais ton legacy n'a pas été prévu pour les supporter initialement, donc tu les rajoutes un peu comme comme des patchs, et puis tu hérites des vieilles vulnérabilités, etc. Et Frankenstein arrive. Non, mais c'est ça. Et voilà, et tu vas te retrouver avec des routeurs ADSL qui connectent directement un robot parce qu'il fallait que ça remonte à l'usine, dont le RP est dans le cloud, et ça allait plus vite comme ça. Et toi, après, il faut que tu rames, et je pense, là va faire ton zéro trust, et on commence à rigoler. Donc j'aime bien appeler ça, moi je pense qu'il va falloir se mettre au software define perimeter, c'est-à-dire que bon, bah là j'ai un petit périmètre qu'il faut que je redéfinisse, j'ai un petit périmètre par-ci, et puis je vais mettre un peu de patch par là, du virtual patch. Voilà, donc le challenge il est énorme, je pense. Si je peux me permettre aussi, il y a la partie coordination entre les équipes. Je ne sais pas trop dans le monde de l'industrie, mais je pense que ça doit se ressembler. Au niveau d'un hôpital, en fait, on a les équipes qui sont les équipes biomédicales qui gèrent l'outil. Donc, ce sont des ingénieurs biomédicaux qui ont été formés en fait à la sécurité du patient. Donc, leur objectif, c'est que le patient, les équipements qu'on leur met à leur chevet, ça fonctionne et ça ne provoque pas d'incident pour nuire à leur santé. C'est vraiment la formation des ingénieurs biomédicaux. Quand j'ai commencé à l'hôpital, moi je suis venu du monde de l'IT et j'avais un angle mort en fait sur ma partie biomètre parce que les deux équipes entre l'IT et l'OT ne communiquaient pas. Chacun a ses processus, chacun a ses systèmes de référence, chacun a ses règles. Nous, on a des règles de sécurité, on se base sur des bonnes pratiques. Eux, ils se basent sur une ordonnance qui s'appelle en Suisse l'ordonnance sur les dispositifs médicaux qui leur prescrit des éléments forts. Et l'idée, ça a été d'arriver vers eux et de dire, OK, comment on peut faire? Parce que maintenant, vous raccordez des équipements sur mon réseau et vous me dites, bah, j'ai besoin d'une prise réseau. OK, d'accord, tu as besoin d'une prise réseau. Mais tu veux faire quoi avec ta prise réseau? Bah, je ne sais pas, on m'a dit qu'il fallait que je le mette sur une prise réseau pour que ça remonte, ça fasse des informations, etc. Et on a un problème c'est pas un problème, mais en digitalisation médicale, aujourd'hui, on a de plus en plus d'appareils connectés qui doivent remonter dans ce qu'on appelle le dossier informatisé du patient, où maintenant on a de plus en plus d'informations en temps réel, notamment depuis le Covid, où on va remonter des infos. Et à partir de là, l'idée, c'était de dire, OK, avant, là, je vais peut-être un peu spolier sur la partie où on segmentait et puis on isolait tout d'un coin, mais maintenant, on doit communiquer. Et mon intention, en allant voir les gens de la biomètre, c'était de dire, mais OK, il faut qu'on travaille ensemble et qu'on applique des processus communs de sécurisation. Parce que ça, ils n'avaient pas ça dans leur cursus. Et donc, il y a cet enjeu également, je trouve, au niveau de la formation du personnel technique qui gère l'outil. Alors, je ne sais pas au niveau de l'industrie comment ça se passe, mais en tout cas, nous, on l'a au niveau du médical. C'était un peu pareil. pareil. C'est en train de tomber quand même, je trouve. Sur quoi? Bah, les notions de l'IT communique plus avec l'OT, je trouve que ça, depuis quelques années, quand même, ça. Alors, Ah oui, non, pas non, partout, hein. Ça tombe. Ouais, ça le modèle pur du qu'on connaît, enfin ceux qui font un peu d'industriel ou de modélisation, où ces systèmes ne sont pas censés discuter ensemble, ça fonctionne plus. Moi, je parlais des humains. Ouais, mais non, Ouais. ah, excuse-moi, d'accord. Oui. Oui, totalement. Bah, de toute façon, oui, les humains enfin oui, aujourd'hui, concrètement, en exploitant, ils utilisent en plus de numérique, la partie IT échange plus en plus avec l'OT, enfin, on est tous une même équipe, quoi. Oui. Mais c'est vrai que la culture, là, on parle des biomécaniciens, Ouais. mais dans l'industrie, on a des automaticiens. Et c'est vrai que la problématique, c'est disponibilité versus sécurité. Et en disant, ouais, t'es sympa, mais Non, ton système, en fait, il est bien, mais moi, faut que ça pulse, quoi. Il y a déjà, enfin, il y a quand même un sujet absolu dans l'industriel, l'automaticien, ce sujet numéro un, c'est la sûreté. Fonctionnement. C'est Exactement. absolument, c'est la règle de tout, avant tout, et tout ce qui existe, quoi. On est performant, on est habitué à ça, et c'est un sujet qui est critique. Donc justement, notamment ce sujet d'OPSO, avec cette numérisation qui amène de nouveaux risques, ça permet aussi finalement cette numérisation d'être aussi une opportunité pour faire bouger un peu des lignes là-dessus. Enfin, moi, on le voit pas mal au César, on en discute pas mal entre différents membres, où on voit justement qu'on arrive avec l'argument de numérisation, ces systèmes sont interconnectés, ils sont obsolescents, ok, on va peut-être une opportunité de pouvoir travailler dessus, clairement. Et oui, la sûreté est un vrai argument, clairement, parce que peut-être la production, une fonctionnalité qu'on ne fait pas développer, bon, c'est pas grave. Par contre, si on fait une évolution d'architecture, on se rend compte que ces systèmes, ils pourraient être impactés de façon directe ou indirecte, on met plus de moyens et là, on rigole pas, quoi. C'est clair. Olivier, tout à l'heure, on a parlé un petit peu de zéro trust. Alors, en quoi finalement le legacy, en fait, serait-il contradictoire avec une approche zéro trust, alors que finalement, pour moi, ce que je comprends, c'est que globalement, au contraire, l'approche zéro trust, c'est de considérer que tout ce qu'il y a autour n'est pas de confiance. Et quand on a des systèmes OT ou IT obsolètes,
bah, finalement, on a peut-être des moyens de trouver des solutions ou en tout cas de développer une approche zéro trust. Oui, alors, hem, l'approche Zero Trust, c'est une philosophie, c'est des architectures, c'est pas une solution qui adresse le problème, c'est un ensemble de méthodes, de solutions, de techniques et qui s'appuie sur un ensemble de piliers. Je vous invite à ceux qui l'ont pas encore eu dans les mains de récupérer ce petit livrable Exatrust qui a été, disponible qui est disponible sur le salon. Parce que justement, l'objet, c'était de redéfinir ce que sont les concepts du Zero Trust, les angles sous lesquels on peut l'aborder, les piliers, la data, le réseau, etc. Et puis, en ce qui nous concerne, les solutions qui adressent le Zero Trust sous l'angle de la data, du réseau, etc. Donc, tout ça pour dire que déjà, quand on implémente une stratégie Zero Trust à l'échelle d'une entreprise, quelle qu'elle soit, industrielle, banque, n'importe quoi, collectivité, on a des angles d'attaque pour aller implémenter le Zero Trust bout à bout, petit à petit, sous certains angles. Par exemple, je parlais tout à l'heure de l'authentification, c'en est un. Les modèles legacy, ce qui pose problème au niveau technologique, c'est que ils s'appuient pas sur des standards, donc c'est compliqué. Aujourd'hui, toutes les solutions sur le domaine de l'authentification s'appuient sur ces standards-là, le MFA, les protocoles de fédération. Donc c'est pas évident de faire de l'authentification forte sur des systèmes legacy by design, ils n'ont pas été conçus pour ça. C'est pas évident de faire de la micro-segmentation réseau parce que ça n'a pas été prévu comme ça pour éviter quand un système est compromis qu'on ait des attaques par rebond pour aller sur les autres systèmes. C'est pas évident de patcher les systèmes parce que tout simplement ils sont connectés à des machines qu'on n'arrête pas pour des raisons évidentes de production et donc on peut pas patcher tous les 10 jours. Déjà un PC Windows ça nous gonfle quand il fait ses mises à jour. On a beau tous faire de la sécurité, on râle parce que ça nous ferme nos fenêtres, etc. Donc évidemment, à l'échelle d'une usine, on voit bien le problème. Hein. Et donc il y a plein d'éléments qui sont technologiquement contraires à la facilitation d'implémentation du Zero Trust à l'échelle de n'importe quelle organisation dès lors qu'on fréquente du système legacy. Ça veut dire qu'on est soit obligé de bricoler, soit obligé de faire de l'architecture, soit imaginer des solutions. Donc moi, je suis pas un défaitiste dans la vie, mais en tout cas, ça pose des bons problèmes qu'il faut résoudre parce que ça expose des entités qui n'étaient pas exposées. Moi, dans ma carrière, j'ai rencontré plein de fois des industriels qui me disaient exactement ce que dit Louis, à savoir, nous, notre job, c'est de faire de la prod. Ton système IAM, ton système machin, j'en ai rien à faire. Il faut bien que j'intervienne sur la machine pour débloquer mon écluse ou je sais pas quoi. Et donc, c'était pas leur prio, ni budgétaire, ni mind. Maintenant, il y a un truc qui s'appelle la réglementation, qui oblige quand même à faire des choses. Donc, on peut le voir comme un bâton ou une carotte, chacun voit midi à sa porte. En tout cas, qui œuvre peut-être au bien commun, mais il faut avoir le temps de le faire. Et ces architectures et ces associations de solutions vont dans le bon sens de l'histoire. Nous, à titre perso, pour répondre aussi à la question, le Snowpack, l'angle qu'on a pris, il est un peu bizarre, parce que ce que nous on dit, c'est qu'on fait de l'obfuscation et on va cacher entre guillemets la misère dans les cas de l'obsolescence. C'est-à-dire on va cacher des assets pour faire en sorte qu'on puisse pas les attaquer si on les voit pas. Et donc c'est un peu en disant, moi demain je sais que mon architecture Zero Trust, ça va me mettre 1 an pour la mettre en œuvre, ou 2 ou 3 ou 4, versus ça m'aurait pris 2 semaines dans un truc hyper standardisé, je schématise évidemment. Nous c'est 2, 3, 4 ans dans lesquels j'ai besoin d'exposer des systèmes obsolètes pour pouvoir travailler. J'ai besoin de pas les arrêter parce que je peux pas les patcher, d'implémenter toutes les mécaniques du Zero Trust au regard du périmètre que je suis en train de mettre en œuvre. Et bien pendant ce temps-là, tu vas pouvoir continuer de travailler, mais on va te planquer et laisser des accès uniquement à ceux qui ont besoin d'accéder. Donc c'est un peu une approche finalement un peu défaitiste en disant pour l'instant, mais aussi de gagner du temps. Parce que l'état de l'art fait que derrière, moi je vais mettre un firewall Storm Shield, un bastion à tel endroit, une diode de rupture protocolaire, je vais mettre un certain nombre de solutions qui vont s'inscrire dans une démarche Zero Trust qui aura été gouvernée, pilotée, etc. Je veux piloter ma remontée d'informations, mes logs, je veux déployer des outils qui sont pas compatibles avec mes systèmes legacy, donc ça va prendre beaucoup de temps. Et donc nous, ce temps-là, on dit, de toute façon, tu l'as pas ce temps, parce que soit tu as la réglementation qui t'impose aujourd'hui d'être NIS 2, entité critique, etc., ou les normes liées au monde industriel, soit de toute façon, les attaquants, ils vont pas te laisser le temps de benchmarker ta sécurité en t'attaquant. Donc ça, c'est notre approche, mais je pense qu'elle illustre juste le fait que l'innovation peut être aussi au service du legacy pour aller trouver des solutions qui aujourd'hui sont quand même des problèmes dès lors qu'on veut implémenter ce type d'architecture sur des systèmes qui sont complexes à sécuriser pour des tas de bonnes raisons. Moi, je dis qu'il n'y a aucune mauvaise raison dans tout ça, parce que c'est le sens de l'histoire et le monde évolue. Mais en tout cas, il faut s'adapter et nous, c'est ce qu'on essaie de faire dans ce contexte-là. C'est vrai que, je rebondis parce que pareil, on développe des solutions. Alors Zero Trust, on est en plein et on pense à chaque fois. Évidemment, on pense aux nouvelles technos qui sortent un peu de façon un peu simple, hein, mais surtout on pense à l'ensemble des clients qui ont, je sais pas, de la S400, qui ont des PLC qui ont 20 ans, et c'est ceux-là qui ont presque les plus gros problèmes.
Et nous, on essaie de trouver des solutions pour... Alors, l'obfuscation, quelque part, tu vas dans un sens du Zero Trust. On essaye, nous, de faire plutôt du Software Defined Perimeter, alors software ou hardware, où on va dire, voilà, cette brique, c'est un peu ce que tu dis, hein, elle est obsolète, elle est, elle est à risque, pas dangereuse, mais à risque. On va l'isoler, on va en faire un mini... On va mettre un micro-edge devant et on va en faire un mini bastion. Et puis, c'est comme ça qu'on va la traiter. Elle va pouvoir communiquer, mais comme elle est entourée, choyée, normalement, elle ne posera pas de problème. Alors, c'est jamais évident, mais comme en général, on ne peut pas y toucher, on a ce blocage. On sait qu'on ne peut pas aller dessus. Et il ne nous laissera pas y aller. Hein. Tu ne veux pas qu'on y aille dessus? L'avis des utilisateurs là-dessus. Là. Peut-être qu'on ne pourra pas, effectivement, je vais te laisser finir, mais des fois, tu as un système, tu as une machine-outil, tu as un PAX dans la santé, tu as un système fermé, on ne peut rien installer dessus, donc forcément, on est en périmétrique. Mais par contre, l'approche qui dirait, bon, je ne sais pas le traiter, je le laisse de côté, on verra plus tard. Ça, c'est pas bon, ça. Ça est très, très mauvaise, c'est évident. Et juste pour finir aussi sur ce que tu disais, moi, j'ai travaillé longtemps dans l'Identity Access Management. Un système IAM, c'est déjà galère à mettre en œuvre quand on est dans l'IT. Et quand on est dans l'OT et qu'on doit provisionner des droits avec un connecteur de provisioning dans un système RACF ou faire des droits dans des AS400, en fait, moi, j'ai entendu plein de fois dans ma carrière des gens me dire « c'est dommage parce que l'IAM s'arrête aux portes de mon SI ». C'est-à-dire qu'on connecte l'AD, on connecte la messagerie, on connecte Salesforce, mais par contre, aller connecter le RACF, l'AS400 ou le SAP version 1995, eh ben, ça ne marche pas et on ne peut pas piloter ces habilitations, remonter des traces, etc. Donc effectivement, le périmétrique, c'est souvent ce qui se propose comme étant peut-être la solution en englobant et en isolant le plus possible l'asset parce qu'on ne peut pas le toucher. C'est théorisé dans le Zero Trust d'ailleurs. Absolument. Ouais. Et j'ajouterais, je suis en phase avec ce que vous dites, hein, et je pense qu'ici dans la salle, tout le monde est en phase, je pense, sur le côté périmétrique et la seule solution. Et il y a aussi un sujet aussi de priorisation. Là, on va parler ici d'un truc un peu concret, à une expérience notamment que j'ai eue dans ma vie passée, où je m'occupais pas d'eau, mais plutôt de vent et de soleil. Quand on allait voir sur des parcs éoliens, hein, qui étaient pas très vieux, allez, 10 ans, quand on disait ok, on va mettre de la sécu, bon, les automates, faut qu'on les change. On allait voir les turbiniers, ils disaient faut tout changer, faut tout payer. Et là, alors on peut avoir la meilleure volonté du monde, mais il y a une boîte qui... Voilà. Donc la question aussi, c'est comment on fait pour prioriser, comment on dit, ok, ça c'est critique, ça c'est pas critique, le périmétrique bien sûr, et puis comment on travaille avec le métier. Je reviens aussi sur un sujet, parce qu'on parle d'Opso, mais c'est le SI derrière, qui pilote l'Opso, qui finalement dit, ok, le projet on le met en priorité, on va travailler, on va intégrer ce sujet. Donc comment on arrive à travailler avec les équipes de la DSI, avec les équipes métiers, en disant, voilà, ok, qu'est-ce qui est prioritaire, qu'est-ce qu'il faut traiter en première obsolescence, parce que ça porte un système critique, parce que c'est en frontal, parce que aujourd'hui, c'est même trop compliqué de trouver des ressources pour faire développer sur des technos très très anciennes. Limite, le seul personne, moi j'ai eu un cas où la seule personne qui développait un système qui était important, c'est un mec qui était à la retraite. C'est dans une vie passée, mais aujourd'hui, il y a des sujets critiques, on priorise là-dessus, on arrive à argumenter, etc. On a une stratégie court terme, dire ok, en attendant, qu'est-ce qu'on fait? L'exemple tout simple, hein, s'il se passe un ransomware, on a le système, je sais pas, une GED qui est obsolescente, on a un ransomware, ça chiffre trou, ok, est-ce qu'on peut reconstruire? On a encore les données, est-ce que la base sur quoi on s'installe, elle est trouvable, entre guillemets, etc. Enfin, plein de problématiques à se poser, de questions à se poser, on priorise là-dessus, et puis après, on y va en mode projet, en essayant de trouver des arguments métiers. Pourquoi ça serait bien de transformer ça? La fonctionnalité que tu rêves depuis 5 ans, pouvoir ça, peut-être que si on y va là-dessus sur obsolescence, tu pourrais l'avoir. On y va sur un déploiement qui sont dans des cas 3-5 ans. 3-5 ans, c'est long. Et en attendant, voilà, on fait des solutions. Donc, voilà, c'est toute une méthodologie, une façon à trouver avec les métiers, avec la DSI. On peut avoir vous pouvez être le meilleur communicant du monde, convaincre toutes les personnes que vous voulez. À la fin, c'est très concret. Voilà, donc c'est comment on travaille avec tout le monde et c'est un sujet assez important. Et Loïs, sur la question de la priorisation, des fois, c'est hyper vite fait, la priorisation. Nous, on travaille avec des petits clients industriels, pas forcément que des gros, effectivement, qui ont besoin de piloter, d'organiser, etc. Et eux, en fait, ils ont un applicatif qui s'expose et donc il n'y a pas de débat, la prio, c'est celui-là. Et moi, j'ai vu des cas quand même, on en voit pas mal aujourd'hui avec des petits industriels qui ont la pression de la réglementation et de la relation supply chain qu'ils ont avec leurs gros fournisseurs ou leurs gros clients, pardon. Et eux, ils ont pas d'argent pour mettre des solutions de l'état de l'art, du Zero Trust et des constructeurs dignes de ce nom, qualifiés, certifiés, suivez mon regard. Et eux, ils sont vraiment en galère. Donc, c'est des gens qui savent que si ils sont atteints un point de non-retour, ça va leur prendre 2 ou 3 ans
ont beaucoup d'argent pour changer leurs architectures. Et s'ils arrêtent ça, ils ne travaillent plus avec EDF, ils ne travaillent plus avec tel client. Et donc, bon, eux, la prio, elle est évidente. Donc, nous, c'est vrai que dans notre approche à nous, en tant que start-up, on essaye d'aider ces gens-là parce que les gros industriels sont quand même plus organisés. Ils ont commencé par une carto, etc. J'anticipe peut-être sur autre chose, mais voilà, pour certains, la priorisation, elle est hyper simple à définir et pour d'autres, elle est beaucoup plus complexe. Frédéric? Pour compléter, en fait, il y a un besoin métier derrière. C'est-à-dire qu'on a vraiment un enjeu. Dans une vie précédente également, moi j'ai dû faire une opération Space Cowboy. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le film, on rappelle Clint Eastwood, on l'envoie dans l'espace et puis on essaye d'aller réparer le satellite qui a 20 ans. Bah, j'ai fait la même chose. On avait un vieux système AS400 qui était un système stratégique qui gérait des millions. Et du coup, j'ai dû rappeler 3 personnes à la retraite pour aller corriger une erreur qui était en plus assez onéreuse. Et du coup, on a mis 3 jours avec des personnes retraitées qui étaient très contentes d'être là parce que ça leur faisait une très très jolie somme pour leurs 3 jours de travail et où ils sont venus nous aider. Et autre cas d'espèce aussi, une entreprise qui était, là j'étais dans le service, contrainte, on m'envoie pour une mission de sécurisation sur un système industriel. Le système industriel traitait une partie d'informations pour RUAG, qui est une société qui fait du militaire en Suisse. Et donc, avec un système obsolescent, avec du réseau BNC, avec des vieux ordinateurs Windows 98, et qui alimentait en fait la chaîne de prod. Et la chaîne de prod, en fait, était infectée. Il y a eu un virus qui s'est déployé. Ils avaient pris des étudiants pour s'occuper du système informatique parce qu'ils n'avaient pas les sous pour faire le truc. Et donc, du coup, j'arrive là-dedans, je commence à regarder sur le serveur. Compliqué. Je commence à nettoyer, je fais mon truc, etc. Et à la fin, on nettoie, tout repart. Ils n'avaient plus de problème, la production continuait de tourner, ils n'ont pas eu d'impact. Gros problème qu'ils ont eu, je leur dis, mais écoutez, pourquoi vous ne faites pas un petit contrat de service pour qu'on puisse entretenir ce réseau et puis le sécuriser? Vous avez, je veux dire, c'est votre réseau, vous venez de vivre un incident qui est un peu traumatisant. Ils disent, mais on ne peut pas, monsieur. On n'a pas les sous. On n'a pas les moyens pour faire du récurrent parce qu'ils étaient sur la brèche et que voilà, l'entreprise a disparu depuis parce que tout simplement ils n'ont pas pu survivre à ça. Et moi qui vis aussi dans un milieu contraint en termes financiers, on a vraiment des enjeux financiers au niveau de l'hôpital, mais on ne peut pas renouveler tous les systèmes aussi facilement qu'on le voudrait. Les gros systèmes le sont faits, je veux dire les scanners, les IRM, il y a zéro problème, ça suit la route. Mais par contre un pouce-seringue, des éléments qui sont au pied du patient, on ne peut pas les changer comme on veut à n'importe quel moment. Et ils sont connectés au réseau. Et on doit les faire vivre. Je suis étonné que tu dises que les IRM, tout ça, c'est OK, parce que pour moi, c'est plein de trous. Alors, les IRM, dans le sens où on les fait régulièrement, et on vient de faire un... En Suisse, on a une chance, c'est qu'on a la possibilité de faire des très gros contrats avec des gros moyens. Donc, sur le périmètre, quand on a fait les IRM, j'ai fait un appel d'offres au niveau marché public en Suisse. C'est un gros contrat. Et on a pu passer, en fait, j'ai une liste de prérequis qui sont donnés. En fait, on s'est retrouvé entre RSSI, des hôpitaux publics, où on a mis énormément de contraintes. Donc au final, on n'avait plus que Philips et GE qui pouvaient répondre. On a eu des petits prestataires qui sont venus, qui ont essayé de passer. Il y en a un qui a essayé de me mettre un Windows 7. On a dit, bah non, c'est éliminatoire parce que ça ne marche pas, quoi. Et par contre, on a une problématique qui est vraie là, par rapport à ce que tu disais, où c'est problématique en termes de hockey, c'est que en termes de patching, le temps de patching est hyper long. Alors on l'a mis dans les contrats où ils doivent patcher régulièrement, mais comme ils ont des contraintes européennes par rapport à la certification de la machine, ils ont de la peine à suivre en fait derrière. Et ça, ce sont des soucis, effectivement. Je ne sais pas si tu as ça, mais quand l'IRM ou le PACS ou le RIS sont des composants qui sont mutualisés pour plusieurs hôpitaux et établissements de santé, nous, on a eu un cas où cet élément, comme il était mutualisé, c'est-à-dire j'ai une clinique, j'ai un PACS pour la prise de radio, et j'ai plusieurs établissements de santé qui ne sont pas forcément de la même organisation, qui peuvent être connectés à ce système-là parce qu'il est mutualisé. En fait, on a découvert qu'il servait de gateway entre les différents SI des différents hôpitaux qui utilisaient ce PACS. C'est-à-dire que c'était chaud, parce que finalement, chacun pouvait passer par là pour aller dans le SI de l'autre. Donc, ça fait cher le routeur, quand même. Ouais, ça fait cher le routeur. Mais pour le PACS, alors pour répondre à cette question, effectivement, donc nous on a un PACS unique qui relie en fait tous nos établissements hospitaliers, donc c'est à l'intérieur du réseau.
Et on a des tunnels IPsec en fait pour communiquer avec des universités ou d'autres réseaux internes, mais ça passe à travers le firewall et il y a une sécurisation qui se fait là. Mais ça m'est arrivé effectivement sur un incident avec un truc sur une université de couper en fait le réseau PAX. Le tunnel IPsec, l'ordre a été de couper pour pas qu'on ait une influence qui puisse passer par là, quoi. Pour revenir aussi sur, parce que là on parle beaucoup de, ok, on est tous au courant qu'il y a de l'obsolescence, etc. Mais comment, quelles solutions on pourrait mettre en place? Il y a aussi un vrai sujet, je pense, qui est aussi important, c'est comment, alors je reviens avec cette expression, je la sors toujours, mais voilà, c'est comment finalement on sort les cadavres des placards. Exactement, c'était ma question d'après. Qu'est-ce qu'on fait? C'est le vrai sujet. Enfin, concrètement, je pense qu'il y a une bonne pratique qui est assez intéressante. Lorsque vous faites, par exemple, je sais que c'est un sujet qu'on essaie de pousser nous, mais quand on veut passer un jalon de projet, aujourd'hui, notamment des jalons de C, etc., c'est d'avoir un indicateur de aujourd'hui, est-ce que le projet, la mise à jour, enfin, ce que vous mettez en place, va faire baisser, augmenter ou rester stable le niveau d'obsolescence. En fait, je pense qu'il faut aussi, parce que il faut commencer aussi à clairement que dans les décisions qui sont prises, qu'on change finalement le métier ou la MOA ou la DSI en disant, oh voilà, aujourd'hui, votre projet que vous faites là, est-ce que ce projet concrètement, vous mettez des briques techniques et vous traitez finalement une obso ou pas, et que ça soit finalement tracé, suivi, et bizarrement, les gens commencent un peu plus à réfléchir au sujet. Parce que je pense aussi que c'est un sujet qui est complexe, parce que l'OPSO, c'est des systèmes d'information. Est-ce qu'on a une cartographie de notre niveau d'OPSO? Est-ce qu'on sait finalement qu'est-ce qui est planifié? Est-ce que dans les projets, finalement, on a priorisé des projets par rapport au traitement d'OPSO? Voilà. Donc je pense qu'il y a aussi un vrai sujet à faire en collaboration, notamment avec la DSI, de finalement comment on arrive à mettre des indicateurs compréhensibles pour tout le monde, même la direction, par les métiers, et en arrivant à expliquer que avant de pouvoir construire les étages d'une maison, il faut que les fondations soient stables. Donc c'est bien de rajouter des nouvelles fonctionnalités que vous mettez partout, mais voilà. Donc c'est tout un travail d'accompagnement, et à la fin, ça devient, voilà, finalement, chaque projet, avant le passage de développement, concrètement, on va dire, ok, le développement, est-ce qu'on valide ou pas par rapport à ça? On est, bon, ça augmente peut-être l'obsolescence, comment on peut faire évoluer les choses, donc voilà. Accompagner autour de ça. Et honnêtement, les gens, quand ils voient les éléments, ils réagissent quand même plutôt de façon consciente, on va dire. Ça veut dire en fait que quelque part on anticipe sur une question que j'avais sur finalement la normalisation de la gestion de l'obsolescence. Et d'ailleurs un standard sur le sujet, en préparant cette table ronde, je l'ai découverte, c'est l'IEC 62402 qui est un standard qui explique en fait comment on gère l'obsolescence. C'est un standard générique et qui prévoit d'ailleurs dedans la partie logicielle, et qui finalement demande à ce que les acteurs mettent en place un process de gestion de l'obsolescence. Alors est-ce que c'est une solution, et est-ce que c'est pas déjà finalement ce que, comme M. Jourdain faisait de la prose, les entreprises font en faisant des analyses de risque sur l'obsolescence potentielle des produits? Je suis curieux de voir ce que vous voyez vous chez les clients quand vous échangez justement. Est-ce qu'il y a un process qui existe déjà de suivi d'obso et de... Voilà. Moi, honnêtement, pas tant que ça. Pas tant que ça. C'est déjà gérer le pas obsolète, déjà c'est compliqué. Rien que les mises à jour standards. Pardon, fallait pas le dire. Donc, en plus l'obsolète. Par contre, j'anticipe, mais je me demande aussi si on pourrait pas tirer meilleure partie de ce fameux legacy, et peut-être pas se dire il est comme ça. Mais est-ce qu'on a vérifié si on pouvait pas quand même, par un peu de travail, lui rendre un peu mieux quand même ce legacy? Parce que je vais pas dire ça, là, je vais passer pour un idiot. Parce qu'un Windows 98, on peut le durcir, le Windows 98. Non. Non. Bon, allez, vas-y. Oui. Non, enfin, moi, après, déconnecte du réseau, je pense que des réglementations, très honnêtement, on en a quand même déjà pas mal. Et je pense qu'on en a déjà quand même beaucoup et assez. Et au bout d'un moment, il faut quand même faire des choses. Je pense que, en tout cas, nous, pas qu'à l'échelle de Snowpack, mais à celle d'une organisation comme Exatrust, on sensibilise à travers des livrables ou des échanges qu'on a. Moi, j'ai plusieurs convictions. La première, c'est que l'union fait la force, et c'est pour ça qu'on fait des associations. La deuxième, c'est qu'il y a plein de solutions, il y a plein d'innovations, et il y a plein de choses à faire entre des gens qui proposent des solutions, des gens qui ont des problèmes et qui connaissent la nature de ces problèmes et le métier lié à ce problème-là. Donc, c'est hyper important que des Exatrust discutent avec des Cézannes, parce qu'il y a des gens de la vraie vie qui font de la prod, et il y a des gens qui imaginent des solutions, mais si nous, on développe dans notre coin juste grâce à nos cerveaux magnifiques dans l'innovation, et si ça sert à rien, ça sert à rien. Donc, la
réglementation, je pense qu'elle est quand même bien assez forte en ce moment. Il y a quand même une prise de conscience sur plein de niveaux, à la fois sur les analyses de risque dans des grands groupes comme ça, sur l'exposition, sur la menace. Je veux dire, aujourd'hui, quand même, quand on est responsable d'une infrastructure critique, je pense qu'il y a un arsenal réglementaire suffisamment fort pour déjà avoir cette prise de conscience. Après, on part quand même de loin. Moi, je suis intervenu il n'y a pas très longtemps dans une association qui fédère des entités du nucléaire. Je ne cite pas l'association, mais on aura bien compris de qui il s'agit. Les patrons d'organisations industrielles dans ces systèmes-là, qui sont tous victimes d'obsolescence, il y a déjà quand même des usages de base, du type pas laisser son PC allumé devant tout le monde quand on s'en va et des clés USB à droite à gauche, qui nous paraissent, nous, professionnels de la cyber, un peu rébarbatifs parce qu'on a l'impression de le dire depuis longtemps. Mais en tout cas, on part quand même de loin dans certains sujets. Donc, d'un côté, moi, je suis optimiste au sens où je pense que la prise de conscience est là et que maintenant, il y a les forces en présence pour trouver des solutions à travers l'innovation, la collaboration, l'entraide, le débat, etc. Et par contre, il faut y aller. Ce qui manque, c'est quoi? C'est probablement un peu d'argent pour faire tout ça. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Et combien ça coûte tout ça, quoi. Voilà. Mais du coup, c'est aussi à ça que servent les analyses de risque. Et puis, c'est aussi à ça que on peut essayer d'anticiper. Enfin, vaut mieux prévenir que guérir, comme on dit, et ça doit s'appliquer dans nos systèmes. Donc voilà, pour résumer, je pense que la réglementation, de mon point de vue, n'a pas besoin de plus, il y en a bien assez. Par contre, maintenant, il faut avancer sur des collaborations où on ne travaille pas chacun dans notre coin, mais tous ensemble pour le bien commun. Tu vois, je rebondis parce qu'on a le souci, nous, on développe des logiciels et du hardware. Et on a du legacy parfois, enfin plutôt on va appeler ça de la dette technique, sur des bibliothèques ou qui commencent à être en fin de vie. Donc on est obligé d'investir. Je parlerai après de la qualif. On est obligé d'investir pour remplacer ces bibliothèques dans le système qu'on va sortir. Et il y a une grande part pour traiter ce legacy. En fait, le legacy d'aujourd'hui, on va le traiter en mettant des patchs, on l'a dit, en faisant du software defined ou hardware defined perimeter, en allant les réisoler. Bon, ok. Mais ce qui compte, c'est qu'aujourd'hui, on se dise, ok, ce que j'achète aujourd'hui là, demain, quand est-ce que ça va devenir legacy? Comment je vais le traiter demain? Je dois anticiper le fait que dans 5 ans, le système que j'ai là, il va être obsolète. Ou faire en sorte qu'il ne le soit pas. Et je vais prendre pour exemple beaucoup de nos clients qui achètent nos solutions avec le tampon qualifié. Et vous n'êtes pas sans savoir que l'ANSSI délivre des certifications et des qualifications sur une version. Ah oui. Une version. Et j'ai certains clients qui me disent non mais c'est la version X qui est qualifiée. Oui monsieur le client, je suis en X+1 parce qu'il y a une vulne importante là. Ah non, elle n'est pas qualifiée. Et moi quand je vois ça, je dis bon bah le chemin il est trop loin à parcourir si on en est là sur des environnements critiques. Parce qu'en général c'est cette collaboration que j'évoque, c'est-à-dire que quand on veut rentrer dans le pragmatisme, moi c'est exactement pareil. Si demain je dois travailler, on a vu des cas où j'ai une machine, un composant Siemens, Schneider, etc. C'est par rapport à moi, la collaboration n'est pas évidente si je vais les voir. En revanche, si le client dit tiens vous deux là, Siemens et Snowpack, bossez ensemble et moi EDF je veux ça et je suis caution, ça va faciliter aussi le lien pour qu'ensemble on trouve la solution qui va bien. Quand je parlais de collaboration, etc., c'est en ce sens-là que ça rentre. Et on doit être aussi dans ce bon sens que tu évoques. Tout à fait. Et ça vient de tout le monde, ça. Oui, ça serait intéressant d'avoir l'avis des deux utilisateurs, parce qu'en tant qu'éditeur, je vois très bien, mais vous, en tant qu'utilisateur, effectivement, il y a des produits qui sont certifiés, il y a des règles à respecter, comment on fait? Bonne question. Il n'y a pas d'Annecy qui est dans la salle. Non, c'est un vrai sujet de fond, clairement. C'est un vrai sujet de fond de comment on adapte finalement des obligations réglementaires avec la réalité et le temps de qualif. Enfin, c'est ça, en fait. C'est 3 ans. C'est 3 ans. C'est-à-dire qu'une version, c'est faut que ça se passe l'étude papier, l'étude, etc. Oui. Ce qui fait qu'aujourd'hui, avec l'explosion, le nombre de systèmes, même de sécu, qui ont des vulnérabilités, je ne vais pas faire la pub à des concurrents de Storm Shield, etc., qui ont énormément de vulnérabilités ces derniers mois. Voilà, il y a des sujets de fond où on voit qu'il y a une explosion même des systèmes de sécu. Et donc, il faut aller plus vite. Et donc, aujourd'hui, mettre 3 ans pour qualifier des systèmes pour le tampon, je le comprends. Dans une vie très très lointaine, je m'occupais notamment de solutions de signature, voilà, où c'est cette même problématique où on ne pouvait pas bouger. Alors, pour décharger l'ANSSI, on a enfin réussi sur la dernière à faire qualifier le train. C'est-à-dire que les correctifs sont qualifiés de base. Mais la partie EEL, donc les Common Criteria, reste sur et donc ça nous gêne à l'Europe, au niveau de l'Europe, reste sur de l'EAL. L'EAL, c'est cette version. Et c'est ça qu'il faut pousser. Pour revenir à la question de la partie réglementation, je pense qu'il y a aussi un sujet qui est assez intéressant, qui va se poser notamment sur le sujet d'Opso, c'est le CRA.
le CRA, hein, donc qui oblige que les solutions aujourd'hui qui sont vendues en Europe soient sécurisées, notamment. Il y a un sujet qui arrive notamment sur, alors je ne vais pas dire le nom de la boîte parce que voilà, mais un gros automaticien mondial qui finalement se pose des questions en ce moment en disant mais moi j'ai des automates qui sont obsolescents parce que les clients me les demandent, il faut les remplacer quand ils crachent et voilà. Ouais. Sauf que avec le CRA, je vais plus pouvoir les vendre. Et donc là, il y a une question qui est en train de se poser en disant mais comment je vais m'assurer, en respectant le CRA, de garantir finalement ma continuité d'activité, etc. Voilà, donc il y a pas mal de sujets. On a beaucoup parlé du NIS, c'est normal, et on en parle encore pas mal. Mais le CRA va amener beaucoup de questionnements sur comment même nous, on va traiter nos systèmes. Quoi. Enfin, je sais pas, chez vous aussi, vous de là. Ouais, le CRA, je suis en plein dedans, on commence à attaquer. Mais pareil, je pose des questions de mes CRA par rapport à la qualif, par rapport à qu'est-ce qu'on... Voilà, à force d'empiler les règlements, on en parlait tout à l'heure, à chaque fois, c'est un coût exorbitant. Donc à un moment... Pour l'audience, juste rappeler ce que c'est que CRA. Cyber Resilience Act. Voilà. Donc assurer la résilience cyber des produits informatiques. Utilisés en Europe pour les personnes de tout le monde, hein, acheter une Barbie, un truc comme ça ou un micro-ondes connecté, mais aussi des systèmes pour les entreprises et qui s'appliquent pour le monde. C'est-à-dire que la réglementation pour les boîtes européennes, ça s'applique. Concrètement, c'est responsabilité, par exemple, de Storm Shield de faire ça. Par contre, quand on importe des solutions à l'externe, c'est une responsabilité des importeurs. Je serais curieux de savoir si les systèmes IA vont être soumis au CRA. Alors, c'était l'objet de la table ronde de ce matin, juste avant ici. Et je crois que oui, en fait. Oui, ils font partie, puisqu'un système IA, la question s'est posée d'assurer la cybersécurité d'un modèle d'IA. Et donc, globalement, dans l'IA Act, le sujet est abordé. Ouais. Après, c'est ce qui a été dit avant, et vraiment, je veux qu'on insiste dessus, c'est que avant de parler de réglementation, etc., on ne fait pas de la cyber pour la réglementation, entre guillemets. C'est qu'aujourd'hui, avant de mettre en place des exigences, des normes, des politiques, mettez en place des process en interne sur déjà. Est-ce que vous savez, est-ce qu'ici aujourd'hui, on va faire le lever, tiens, je m'inspirais de ce que tu as fait au début. Est-ce qu'aujourd'hui, les gens ici connaissent tous leurs systèmes qui sont obsolescents sur leur parc? Ah, il y a quand même quelqu'un qui... Ah, ouais. On est plus de 2, 3. Voilà, non mais c'est déjà le fond. Aujourd'hui, parce que nos périmètres sont de plus en plus importants, etc. Est-ce qu'aujourd'hui on est au courant de ça? T'as pas levé la main? Parce que je peux pas, je suis ici. Non, mais par contre, nous c'est un vrai sujet et on est plutôt bien avancé dessus, mais on a les moyens pour. Ça joue aussi. Et après là-dedans, c'est connaître aujourd'hui son parc d'obsolescence, et puis de 2, c'est la partie priorité, comment prioriser dessus. Donc je pense il y a tous les process à mettre en place chez vous, et en fait, c'est comme tout. Moi je dis toujours l'inventaire c'est la base de tout, mais finalement, si on ne connaît pas ce qu'on a, etc., c'est difficile d'avancer, quoi. Frédéric. Alors peut-être en complément, en Suisse, par rapport à ça, par rapport à la collaboration, il y a des éléments qui sont en train de se mettre en place. Donc déjà, nous, entre hôpitaux, on communique. C'est-à-dire que tous les RSSI des hôpitaux, en tout cas latins, donc c'est la partie romande et italienne, se retrouvent régulièrement pour discuter ensemble et évoluer. Et on a également l'Office fédéral de la cybersécurité, qui est un peu l'équivalent de l'ANSSI par rapport à la France, qui est en train de créer un groupe au niveau médical pour mettre à la fois la partie fédérale, appui, gestion, avec le métier et les éditeurs, et les faire travailler dans un groupe ensemble pour résoudre des solutions. Donc ça, c'est quelque chose qui est en train d'être créé, et je trouve que c'est une bonne initiative dans le sens où ça va nous permettre de communiquer, justement, comme on disait, pour développer des cercles vertueux, et puis que chacun puisse exposer ses problèmes, et puis qu'on puisse trouver des solutions en commun, ce qui est pour moi une bonne chose. Après, en termes de solutions, j'ai vu qu'en fait, dans l'OT, on a des méthodes de gestion qui sont très différentes de l'IT, et l'idée, c'est de mettre justement des ponts entre l'OT et l'IT. Il y a un exemple très bête, mais par exemple, pour l'inventaire, et savoir ses équipements, eux, ils utilisent une GMAO, qui est une gestion de matériel, en fait, qui se base en fait sur les composants, etc. Moi, j'utilise une CMDB. Donc, une CMDB, je vais avoir mes équivalents IT, etc., avec tout ça. Et le but, c'est d'avoir des éléments de pont qui nous permettent en fait de recenser les éléments et de donner des informations de cybersécurité sur les équipements. Donc,
en plus des durées de garantie des équipements qu'ils peuvent avoir au niveau du matériel, c'est aussi définir en fait une obsolescence par rapport aux équipements et aux composants informatiques qui sont présents dedans, et de pouvoir les gérer. Ça veut peut-être dire aussi que, par exemple, à un moment, un équipement, on va devoir l'isoler parce qu'il ne répond plus à certaines normes, ou on va devoir prendre certaines mesures. En fait, l'idée, c'est de collaborer justement pour que chacun puisse apporter avec ses forces et que chacun comprenne en fait ce qu'attend l'autre entre le biomédical et puis l'IT. Puis c'est des périmètres différents en plus. Et c'est des périmètres Donc différents. il faut que deux mondes apprennent à parler ensemble. Enfin, nous, en Rex, nous, c'est un projet inventaire, hein. C'est un projet, on a tout développé nous-mêmes, etc. Ouais. C'est 3 ans et demi de projet. Mais voilà, enfin, c'est juste pour ça que je disais, on a les moyens pour, etc. Mais le sujet principal, c'est bosser ensemble, c'est se parler, remonter les données en même temps, etc. Et voilà. C'est essentiel, hein. Pour moi, la communication, la collaboration, la mise en place de processus communs, ce sont vraiment des éléments qui contribuent à favoriser en fait une meilleure gestion en fait du legacy, tout simplement. Ça veut dire qu'il faut une gouvernance commune, finalement, tout à fait. entre IT et OT. Il faut un sponsor aussi, un vrai sponsor. C'est-à-dire que, ce qui est souvent difficile quand on a une DSI d'un côté qui fait pas d'indus ou d'indus, etc. Quand on vient les voir, ils parlent jamais ensemble. Ils sont pas. Surtout qu'on commence en disant alors on va vous inventorier tout au système, on va vous embêter tout le temps. Non, ça marche pas. Donc, il faut réussir à faire un climat de confiance, montrer des pilotes et aussi apporter. Ça, c'est un vrai sujet aussi. On dérive un peu sur l'inventaire, mais c'est source de valeur en fait pour le métier, de connaître ce qu'il a, etc. Même pour lui et tout ça. Et d'avoir derrière un sponsor qui dit ok, on y va, on marche tous ensemble, on bosse ensemble. Sinon, ça marche pas. Effectivement, ce qu'on peut observer, moi, ce que j'observe sur le marché, c'est que de plus en plus dans les entreprises qui ont de l'OT et de l'IT, c'est que celui qui fait le pont, justement, c'est le directeur cyber, le RSI, on l'appelle comme on veut, mais c'est celui qui est obligé de garantir finalement, de garantir autant que faire se peut, le fait que les systèmes, voilà, il n'y a pas le choix. Et donc, c'est ce fameux lien, donc ça donne une casquette plus polyvalente, à la fois métier et en même temps technique du RSSI. Je regarde l'heure, il nous reste un peu moins de 5 minutes. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Alors, à ce moment-là, je vais faire, Monsieur Olayal, je vais transmettre un... Hop, sans prendre les pieds dans le tapis, enfin dans les câbles en l'occurrence. Ouais, la chaise, j'ai failli me planter. Allez-y. Voilà. Bonjour, merci beaucoup pour vos interventions. J'avais une petite question, parce que là, on parle beaucoup de legacy existant, et un sujet qui n'a pas trop été abordé, à part un petit peu par Sébastien sur les qualifications, mais comment est-ce que si vous voyez le fait d'aujourd'hui, vu qu'on sait qu'on a du legacy et que c'est chiant à gérer pour tout le monde, comment on fait pour ne pas en recréer? Parce que moi, c'est une problématique que j'observe beaucoup dans mon travail, c'est en fait, on repart aujourd'hui avec des solutions en prod qui, by design, ne peuvent pas vivre plus de 2 ans. Quoi. Voilà, les mecs, ils démarrent, ils ont déjà des trucs, ça va vivre 2 ans, alors qu'il y a la solution juste à côté qui est prévue pour vivre 10 ans. Et en fait, par défaut, on se dit, on a un peu de temps, et puis ça va vivre 2 ans, et puis en fait, ce sera plus nous sur le projet, et puis après, c'est fini. Alors, en fait, c'est comment on fait que ce qui est bon aujourd'hui, ce n'est pas le legacy de demain. Quoi. Ouais, comment on fait pour ne pas revenir à InCyber dans 10 ans et de se dire, alors comment on gère le legacy aujourd'hui? En fait, je pense que j'ai pas la réponse à la question. Peut-être que Loïs là, moi je l'ai pas, honnêtement. Mais c'est la question qu'on posait. Enfin, il y a une piste déjà, c'est de se dire, au moment du choix, quels sont les critères dont j'ai besoin. Alors, gestion de vulnérabilité, pérennité des technos, etc., pérennité de l'entreprise, parce qu'une entreprise qui font les plombs, au niveau legacy, c'est bien aussi. Donc ça, c'est des critères de choix avant de t'engager dans ton projet. Mais je me demande aussi si se dire que j'achète une techno pour 10 ans, c'est pas un peu has-been dans le monde numérique dans lequel on est aujourd'hui. Est-ce que c'est encore possible de se dire je fais un achat pour 10 ans? Regarde, je vais prendre un parallèle avec les voitures, parce que j'aime bien faire le parallèle avec les voitures. Tu achètes une voiture hybride aujourd'hui, elle est déjà obsolète par rapport aux technologies de batterie utilisées. Dans 5 ans, les batteries ont tellement progressé que ta voiture avec ta batterie de 500 kg pour 100 km, elle est déjà obsolète. Je fais un parallèle, je ne sais pas s'il est pertinent, mais en tout cas, je pense qu'il faut aussi se dire, et c'est peut-être regrettable, est-ce qu'il faut après changer la société, j'en sais rien, mais un système que tu achètes pour 10 ans, moi j'y crois plus.
En fait, on en a déjà parlé d'une certaine façon, c'est mettre en place des process de suivi. Alors, c'est pas magique, hein, attention. Mais aujourd'hui, c'est dire, ben, chaque projet, c'est quoi son niveau d'obsolescence, avec de la pondération selon les criticités qu'on a mis, etc., l'exposition, la criticité, les systèmes, etc. Et puis finalement, à chaque fois qu'on sait faire, enfin, nous, c'est ce qu'on est en train de faire, une revue tous les 6 mois avec chaque programme, dire aujourd'hui on est en termes d'obso, est-ce qu'il y a une roadmap, etc. Et puis finalement, voilà, c'est dire quand on évolue, quand on fait un projet, est-ce qu'on avance ou pas, etc. Mais c'est vraiment, et après on est sur cette démarche même de MCS, en fait, c'est comme on fait autour de ça, c'est de la gestion de suivi finalement de son application, son infrastructure, parce qu'on parle beaucoup d'appli, mais on est infrastructure réseau, infrastructure système, etc. Finalement de suivi dans le temps. Et surtout, c'est de réussir à faire comprendre aux métiers, aux DSI, l'importance de traiter l'obso. Parce qu'on peut faire les meilleurs indicateurs du monde qui disent oui, mais bon, on va jamais développer la fonctionnalité. Et donc, c'est réussir à mettre dans les politiques, dans les éléments, dans une stratégie globale, parce qu'on a bouffé, on a morflé pendant 5 ans pour attraper un retard qui était énorme, où en fait ça marque, ça peut marquer. Enfin, moi j'ai des règles où ça marque, qui fait que voilà. Donc voilà, c'est indicateur, processus, sponsoring et avoir la démarche. Après, c'est pas magique et ça dépend beaucoup de tout type de société. Moi, si je peux me permettre, en tant que fournisseur, j'ai pas plus la réponse à la question que toi. Mais par contre, sur le bon sens que cette question m'amène, c'est nous, en tant que fournisseur, on a besoin. Vous pouvez mettre aussi la pression à vos fournisseurs sur cet angle-là, en disant d'un côté, j'ai un truc qui est conçu pour 10 ou 15 ou 20 ans dans lequel je vais investir, et de l'autre, j'ai une solution qui va durer 2 ans, ou etc. Mais faisons en sorte que ces gens-là se parlent, parce qu'ensemble, on peut trouver des solutions. Et aussi bien le monde de la sûreté et de la cyber ont été beaucoup séparés dans les années précédentes. Aujourd'hui, on a des cabinets de conseil qui font de la sécurité holistique, comme ils disent, c'est-à-dire qu'ils abordent tous les enjeux de la sécurité, les caméras, les portails, etc., jusqu'à la cyber. Et ben, dans l'industrie du logiciel et de la construction des machines-outils, etc., on doit faire pareil. Parce que nous, on a un savoir-faire, eux, ils ont un savoir-faire. Après, c'est jamais évident de se parler, parce que si moi, petite start-up française, je vais essayer d'aller parler à un gros industriel allemand ou n'importe quoi, il va peut-être me regarder de haut en disant j'en ai rien à faire de toi, on verra plus tard c'est quoi le business. Si par contre le client dit moi mon obligation c'est ça, j'ai ça et vous démerdez-vous, voilà les solutions qui existent parce qu'on travaille ensemble pour faire ensemble que les solutions puissent être patchables, répondre à des standards, etc. Là il y a peut-être un enjeu intéressant dans une collaboration qui fait aussi bosser des acteurs ensemble. Nous, on a besoin de ça en tant que fournisseur, parce que moi, quand je vais voir certains acteurs, ils me disent vas-y, j'ai autre chose à faire. Par contre, si le client lui dit bah, moi, je signe pas avec toi si tu n'as pas bossé avec lui, bah, là, d'un coup, comme il s'appelle Loïs, tout de suite, il va l'écouter. Toujours. Non, par contre, il faut forcément s'appeler Loïs, c'est ça la limite du système. Quoi. Par contre, j'ai un vrai axe super. Enfin, ce que tu dis, c'est extrêmement important et super intéressant. On n'en a pas parlé, mais quand j'allais dans ma vie passée, quand j'allais voir les turbiniers, en fait, et on me disait bah, l'obso, la sécu, etc. En fait, tous me disaient, et je pense que c'est un global, ils disent mais on a besoin, vous, clients, que vous nous exigiez de la sécu, des traitements, etc. Parce qu'en fait, ben, nous, il faut qu'on puisse justifier du budget à notre board, à notre direction, etc. Donc c'est aussi le rôle d'être chiant d'une certaine façon, mais de dire, voilà, dans les contrats, on veut que vous gérez de la MCS, le truc d'obso, etc. Parce que sinon, on ne le fait pas, entre guillemets, c'est ce que me disait, je ne sais pas si c'est dans d'autres sociétés, mais que ben, finalement, eux, c'est compliqué d'aller chercher du budget pour faire de la recherche, améliorer de la sécu autour de ça. Donc on a aussi cette responsabilité, nous, clients, d'aller challenger, d'exiger des choses qui peuvent être vues en disant ok on les exige, mais derrière ça permet de déclencher des leviers au sein des fournisseurs pour commencer à mettre des sujets de sécu, etc. Enfin, nous on doit fournir des solutions. Nous on vend des produits, mais en vrai ce qu'on doit vendre c'est des solutions. Et pour que ce soit une solution, il faut qu'en face il y ait un problème qui a été exprimé par quelqu'un qui l'a, à qui on va apporter cette solution. C'est un go-to-market bête d'éditeur que je suis, en disant bah, quel problème je résous. Mais le problème il faut que ce soit exprimé aux parties présentes et que derrière nous ensemble on fournisse la solution. Solution c'est vachement important pour un éditeur versus produit, c'est pas du tout la même chose. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle? Il reste 1 minute. Si on peut dépasser, mais il y a peut-être quelque chose derrière, on va peut-être se faire engueuler. Question pour Loïs du coup parce que tu disais t'as fait l'eau, le vent et quoi? Donc la prochaine c'est le feu, c'est ça? C'est le feu. C'est ça, je vais prendre le feu. C'est quoi le feu? C'est ça. Les centrales nucléaires, oui.